Bonjour et bienvenue sur cette vidéo alors qui me tenait à cœur de faire à l'extérieur, tout proche du Rhin parce que c'est de lui dont il va être question. Alors je profite de la dernière luminosité et aussi il n'y avait pas trop de vent jusqu'à présent. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors qui suis-je? Je suis Marie-Élise Château, coach professionnel dans la région des Trois Pays. Et justement là où je suis, eh bien en face, de l'autre côté du Rhin, vous avez l'Allemagne. Plus par là, en amont, sur le Rhin, vous avez la Suisse et je suis donc ici en France. Vous me connaissez, hein, je suis là pour accompagner le changement de paradigme et c'est vraiment ça le sujet de cette vidéo. Pourquoi est-ce que je suis vers le Rhin? Eh bien, c'est parce que c'est de lui dont il s'agit en fait. Parce que ça vient après les vidéos sur les multinationales responsables. On avait vu qu'on voudrait ne plus polluer par exemple les rivières dans les pays comme en Afrique, Amérique du Sud et Asie. Et en fait, eh bien, on a oublié qu'il n'y a pas si longtemps, hein, parce que ça date des années, fin des années 60, où on s'est rendu compte que le Rhin était vraiment très pollué et qu'il fallait faire quelque chose. Il avait même pris le surnom de égout à ciel ouvert. Ou de plus grand égout du monde. Et donc ça a été très difficile puisque bien sûr les industries qui déversaient dans le Rhin en amont, eh bien elles voyaient l'eau partir en aval, ça ne les dérangeait pas. C'est plutôt la Hollande par exemple qui voyait venir de l'eau plutôt avec pas mal de toxiques. Vous pouvez passer? C'est bon? Oui. Merci. Voilà. Et donc effectivement, pour quelles raisons les pays en amont auraient-ils changé quelque chose puisque l'eau allait chez les voisins? Donc c'est vraiment... ça vient aussi après mes vidéos sur le changement de paradigme à propos du principe d'individuation, hein, de la responsabilisation de chacun et aussi écouter chacun, puisque ça me tient à cœur que par exemple les personnes hypersensibles soient plus entendues, puisqu'elles elles anticipent les dangers, comme là c'était vraiment le cas, et aussi pas tomber dans l'écueil de la pensée de groupe. Cette vidéo avait fait aussi avait eu un petit succès. Donc en fait on voit par l'exemple de ce qui s'est passé pour le Rhin, eh bien qu'on peut par la coopération et la confiance réciproque, eh bien on peut arriver à des accords internationaux qui permettent vraiment de changer les choses, parce que eh bien maintenant dans le Rhin on peut se baigner. Alors je vais aller vous chercher parce que je me suis moi-même baignée dans le Rhin, je ne savais pas tout ça, hein, mais je me suis moi-même baignée dans le Rhin, je vais aller vous montrer. Voilà, c'est un des premiers sacs. Alors ça se fait à Bâle, donc c'est vraiment traditionnel quand il fait vraiment très chaud en été. Il y a des dizaines, des centaines de personnes hein, qui se baignent par jour. Alors vous avez ce petit sac, vous montez au niveau du musée Tinguely et vous mettez vos habits dans le sac avec un petit peu d'air, vous laissez de l'air, vous fermez hermétiquement et en fait vous vous laissez porter avec vos habits et avec l'air emprisonné dans ce sac. Vous vous laissez porter sur plusieurs centaines de mètres. Voilà, donc ça c'est vraiment devenu une tradition. Mais je vous assure que fin des années 60, je pense que c'était impensable pour la plupart des gens. Puisque le Rhin était vraiment tellement pollué qu'il n'y avait plus de saumon depuis longtemps. Mais il s'est passé quelque chose qui a permis la prise de conscience. Et ça c'est vraiment le plus important. J'appelle ça donc le miracle du Rhin, une réussite internationale. Je peux faire le parallèle avec aujourd'hui, avec la crise du Covid. Hein. Je rappelle que là on est le 10 décembre 2020, hein, donc on est toujours en pleine crise du Covid. Et le Rhin, qu'est-ce que c'est? C'est 1300 km hein, quand même. Et il a fallu donc des accords internationaux qui ne vont arriver, bien qu'on se soit rendu compte de l'état du Rhin dans la fin des années 60, ça ne va arriver vraiment qu'en 87. Parce qu'avant on n'arrivait pas à se mettre d'accord, hein, les pays n'arrivaient pas à se mettre d'accord, donc c'était aussi une crise, une source de conflit hein, entre les pays, faut bien imaginer ça. Et on a évité en fait une réglementation trop rigide
parce que les organisations écologiques à l'époque n'étaient pas encore assez puissantes en fait pour obliger la dépollution du Rhin par la rigueur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi-même je l'avais oublié. Eh bien, c'est qu'il y a une prise de conscience même de l'opinion publique puisqu'il y a eu une catastrophe. Hein. C'est en 1986. Et je vous rappelle que 1986, c'est aussi Tchernobyl, donc c'est venu après Tchernobyl où on s'était déjà rendu compte que des dangers en fait de nos industries. Donc c'est en octobre, fin octobre, 31 octobre 1986, qu'il y a le feu qui prend dans un dépôt à Sandoz, à Bâle, hein, à Schweizerhalle. Et du coup, eh bien, les pompiers arrivent et pour arrêter l'incendie, ils vont pousser dans le Rhin, en fait, mettre dans le Rhin des milliers de litres d'eau qui sont contaminés par des produits chimiques et agrochimiques. Mais là, on parle vraiment de grandes quantités puisqu'il s'agit de plus de 1000 tonnes, 1300 tonnes de produits chimiques et agrochimiques et 2 tonnes de mercure. Donc c'était vraiment une énorme pollution qui est arrivée et qui a fait prendre conscience aux gens parce que quelques heures plus tard en aval, au niveau de Mayence, c'était des centaines de milliers d'anguilles qui étaient mortes et qui flottaient à la surface du Rhin. Donc il y a eu vraiment une prise de conscience. Bon, moi je m'en souvenais plus trop, mais voilà, j'ai aussi fait mes petites recherches, j'ai aussi fait mes recherches. Et donc vraiment, là, les gens se sont dit c'est plus possible. Et quand l'opinion publique est comme ça touchée, eh bien c'est là qu'on fait avancer les choses. C'est pour ça que la prise de conscience pendant cette crise qu'on traverse, elle est tellement importante. Si on veut vraiment trouver des solutions aux défis que l'on a devant nous, et je vous rappelle l'objet de ma chaîne, hein, qui est vraiment de réussir à faire que les projets éthiques et durables eh bien, puissent vraiment être privilégiés et qu'on puisse les mener à bien. Eh bien en effet, cette histoire, elle nous montre, ce miracle du Rhin comme je l'appelle, il nous montre qu'avec la coopération et la confiance en la bonne volonté d'autrui, au lieu de la confrontation et la suspicion, eh bien on arrive à quelque chose de bien ensemble, quoi, hein. C'est vraiment un accord ensemble. Et on trouve les solutions à un problème qui semblait vraiment impossible à surmonter, vraiment. Donc voilà, et ça donne aussi espoir pour... Donc je voulais aussi vous montrer donc d'où est-ce que je me suis rendu compte de ça, puisque moi-même j'avais bien oublié, en 86 j'avais un peu plus de 10 ans, hein, on va dire, et donc oui, moi je me souvenais pas vraiment, mais voilà. Eh bien, c'est grâce à ce livre, alors je le montre parce que vraiment, c'est vraiment un livre à lire, je pense, Les entreprises humanistes de Jacques Leconte. Vraiment un livre que je recommande et c'est là où il le prend comme exemple, justement, comme une réussite internationale, grâce non pas à de la légalisation forte, parce que là, du coup, les gens font à contre-cœur et on active la motivation extrinsèque. C'est vraiment un bon exemple, là, le Rhin, d'activation de motivation intrinsèque parce qu'il y a eu prise de conscience de l'opinion publique. Hein. Vraiment, tout le monde s'est dit mais c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment le levier, la prise de conscience de l'opinion publique pour activer la motivation intrinsèque chez tout le monde, hein, chez monsieur tout le monde et aussi chez les entreprises. Donc pour moi c'est vraiment ça la clé. Et j'aime bien montrer ce livre parce que du coup, un des grands messages de ce livre et qui m'avait fait moi réfléchir, même si j'avais déjà eu le message par les différentes formations de coaching que j'ai eues, c'est vraiment une vision optimiste de l'être humain. C'est vraiment ça, la confiance en la bonne volonté d'autrui. Ça, je me rends compte, quand on fait attention à ça, après on se rend compte dans nos discussions qu'on croit toujours que l'autre, il n'est pas capable de se rendre compte, quoi. Mais je pense que l'être humain est vraiment venu bon à la base et qu'il faut aussi s'accrocher à ça pour se conforter dans l'idée qu'on peut arriver à changer les choses, puisque sur
au point de vue donc, dérèglement climatique, réchauffement climatique et disparition de la biodiversité, on est un petit peu au pied du mur. Mais voilà, il n'est pas trop tard et si on réagit maintenant, eh bien, on peut arriver à faire de grandes choses ensemble. Merci de m'avoir écouté sur cette vidéo. Je ne vais pas rester trop longtemps parce qu'il fait quand même froid aujourd'hui. Et je vous dis eh bien, à bientôt, au revoir. Et j'oubliais, si vous pouvez liker si vous avez aimé la vidéo et aussi vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et la partager et activer la cloche parce que je mets des vidéos et spécialement le vendredi c'est ma vidéo comme ça un petit peu out of the box, donc si vous aimez, eh bien n'hésitez pas. Merci.